Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord commencer par remercier les membres du jury qui ont accepté d'évaluer mes travaux de thèse et également remercier toutes les personnes qui m'ont accompagné pendant cette aventure du doctorat sur une approche qui s'appelle EMI, une approche pour unifier l'analyse et l'exécution embarquée à l'aide d'un interpréteur de modèles pilotables avec une application plus particulièrement ici sur les modèles UML des systèmes embarqués. Donc cette thèse a été menée sous la direction de Philippe Dossi et avec encadrement de Mathias Brun et Cyprian Theodorov, et elle a été financée par l'entreprise Davidson Consulting, dont David Olivier en a été le représentant. Au cours de cette présentation, je vais tout d'abord commencer par présenter le contexte dans lequel s'inscrit cette thèse, puis présenter les différents problèmes que j'ai traités dans cette thèse. Je vais ensuite présenter plus en détail l'approche EMI, puis une évaluation de cette approche, avant de terminer par la conclusion et les perspectives de cette thèse. Donc tout d'abord le contexte. Donc les systèmes embarqués sont omniprésents dans notre société et les logiciels de ces systèmes sont de plus en plus complexes à concevoir. Cette complexité tend à augmenter les risques d'introduction de fautes lors de la conception de ces systèmes, et ça tend également à rendre plus complexes les activités d'analyse qu'on va vouloir mener. Alors comment est-ce qu'on s'y prend pour concevoir un logiciel d'un système embarqué? Eh bien, on a un ingénieur modélisation qui va concevoir un modèle de conception de ce système, c'est-à-dire une abstraction de ce système logiciel. Et là, le premier besoin qu'on a, c'est d'assister cet ingénieur dans la conception du modèle de ce système. Une fois qu'on a ce modèle, on va pouvoir le transformer sous forme de code exécutable qui va s'exécuter sur une plateforme d'exécution. Mais on a également besoin de réaliser certaines activités d'analyse. C'est pour ça qu'on a un ingénieur vérification et validation qui va utiliser des outils d'analyse, soit directement sur le code exécutable, soit sur le modèle de conception, c'est-à-dire à un plus haut niveau d'abstraction. Et nous, c'est ce qui va nous intéresser ici, c'est d'analyser les modèles qui ont été conçus. Et donc, le second besoin qu'on a, c'est de faciliter justement la vérification et la validation sur ces modèles, notamment durant les phases de conception amont. Vous voyez ici que désormais les outils d'analyse sont appliqués sur le modèle de conception et non plus sur le code exécutable. Donc on a un troisième besoin qui va être de garantir que les résultats de vérification et de validation qu'on a obtenus sur le modèle, eh bien, il faut qu'ils restent applicables au niveau du code exécutable, c'est-à-dire au niveau des systèmes opérationnels qui vont s'exécuter en production. Et tout ça, on veut le faire pour différents langages de modélisation, c'est-à-dire qu'on veut une approche qui soit modulaire, générique, et pas seulement applicable à un langage spécifique. Donc ensuite, les différents problèmes. Donc pour identifier les problèmes qui existaient pour pouvoir répondre à ces besoins, j'ai identifié dans l'état de l'art 6 grandes approches qui permettent toutes d'analyser et d'exécuter des modèles. Donc je vais vous présenter ces approches et pour chacune d'entre elles, je vais également mentionner une référence particulièrement significative qui la met en œuvre. La première, c'est une traduction vers un modèle vérifiable et du code qui est notamment mise en œuvre dans l'outil MBDR. Ici, l'objectif, c'est de partir du modèle de conception, qui est conforme au langage de modélisation, et on va transformer ce modèle de conception vers un langage d'analyse, LA, et ce modèle d'analyse qu'on a obtenu va pouvoir être utilisé par les outils d'analyse, comme des simulateurs, des débuggers, pour pouvoir l'analyser. Néanmoins, vous voyez qu'ici, on a un besoin d'interconnexion entre les outils d'analyse et le modèle d'analyse. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, ces outils ont leur propre formalisme d'entrée, ce qui fait qu'on a besoin de plusieurs transformations et donc de plusieurs modèles d'analyse pour pouvoir mener toutes les activités d'analyse qu'on veut mettre en œuvre. Une fois qu'on a vérifié et analysé le modèle de conception, on va pouvoir générer du code exécutable qui va s'exécuter sur la plateforme d'exécution et interagir avec l'environnement réel du système. Et bien sûr, ici, on peut également appliquer des outils d'analyse au niveau du code. On a néanmoins différents problèmes sur cette approche. Le premier, c'est un fossé sémantique entre le modèle de conception et les modèles d'analyse, qui vont notamment rendre plus complexe l'établissement de liens entre les concepts d'analyse et les concepts du modèle de conception. Et il va être notamment plus difficile pour les ingénieurs modélisation de comprendre les résultats qui sont fournis par les outils d'analyse. Le second problème, c'est un fossé sémantique entre le modèle de conception et le code exécutable qui va notamment rendre plus complexe l'établissement de liens entre les portions du code exécutable et les concepts de modélisation.
Et vous voyez que ce fossé sémantique se répercute également au niveau des outils d'analyse, puisqu'il va les séparer en deux catégories, ceux qui s'appliquent au niveau du modèle et ceux qui s'appliquent au niveau du code. Le troisième problème, c'est un problème d'équivalence entre le code exécutable et les modèles d'analyse. On va en fait ici devoir établir, maintenir et prouver une relation d'équivalence pour s'assurer que les résultats de vérification qu'on a obtenus sur les modèles, ils restent également applicables au niveau du code. La deuxième approche, c'est une variante de l'approche numéro 1, où la génération de code ne va pas être faite à partir du modèle de conception, mais à partir d'un des modèles d'analyse. Et ici, on retrouve en fait les trois problèmes que j'ai identifiés précédemment, et cette approche est notamment mise en œuvre dans l'outil RoboChart. La troisième approche, c'est une traduction vers du code vérifiable. Ici, l'objectif, c'est de partir du modèle de conception, de générer du code, et ce code va être déployé soit sur une plateforme pour l'exécution réelle, soit sur une plateforme pour l'analyse, où là, on va pouvoir connecter des outils d'analyse au code exécutable pour pouvoir mener toutes les activités d'analyse qu'on veut réaliser. Ici, on retrouve le fossé sémantique qui est dû à la génération de code, mais également le problème d'équivalence, même si ici, il ne va pas se manifester entre différentes versions du modèle, mais entre les deux plateformes d'exécution, puisque la plateforme d'exécution pour l'analyse va utiliser un certain nombre d'abstractions, et il va falloir donc prouver que ces abstractions, et plus globalement que la plateforme d'exécution pour l'analyse, est bien conforme à la plateforme d'exécution réelle. La quatrième approche, c'est une traduction d'un modèle vérifiable vers du code, qui pourrait notamment être mise en œuvre en couplant l'outil Spot avec un générateur de code. Ici, l'objectif, c'est de concevoir des outils d'analyse directement pour le langage de modélisation. C'est-à-dire qu'on va concevoir des outils d'analyse pour analyser directement le modèle de conception. Une fois qu'on a analysé ce modèle de conception, on peut bien sûr générer du code exécutable pour la plateforme d'exécution. Et encore une fois, on a la possibilité d'appliquer des outils d'analyse bas niveau directement au niveau du code. Ici, on retrouve le fossé sémantique lié à la génération de code et également le problème d'équivalence. La cinquième approche va utiliser des techniques de raffinement de modèles jusqu'au code, qui sont notamment mises en œuvre dans l'outil Atelier B. Ici, on part d'un modèle de conception abstrait et on va raffiner ce modèle jusqu'à un modèle concret très proche des concepts d'implémentation. Et là, à chaque pas de raffinement, l'objectif, ça va être de prouver que le modèle plus concret est bien conforme au modèle plus abstrait en établissant ce qu'on appelle des obligations de preuve. Et sur chacun des modèles intermédiaires, on va pouvoir appliquer des outils d'analyse au niveau des modèles. Et une fois qu'on a obtenu ce modèle concret, on peut ensuite générer du code pour la plateforme d'exécution avec, encore une fois, la possibilité d'appliquer des outils d'analyse directement au niveau du code. Ici, on retrouve le fossé sémantique lié à la génération de code, mais il va être ici beaucoup plus faible, puisque le modèle concret est très proche des concepts d'implémentation, et on retrouve également le problème d'équivalence. La dernière approche utilise des techniques d'interprétation spécifiques pour la vérification et l'exécution, qui sont notamment mises en œuvre dans l'outil Java PyFinder dans sa version 2 et supérieure. Donc ici, on retrouve une architecture assez similaire à l'architecture numéro 3, que je vous ai remis ici, où en fait, on va partir du modèle de conception, on va déployer ce modèle de conception sur une plateforme pour l'exécution réelle et sur la plateforme pour l'analyse. Néanmoins, contrairement à l'approche numéro 3, on utilisait des techniques de génération de code. Ici, on va utiliser des interpréteurs de modèles, c'est-à-dire des moteurs d'exécution qui vont lire le modèle, comprendre comment il fonctionne pour pouvoir exécuter ce modèle. Et ici, on a un interpréteur qui sert pour l'exécution réelle et un interpréteur qui va servir pour l'analyse. Et ici, on retrouve le problème d'équivalence entre les deux plateformes d'exécution. Donc si on fait un récapitulatif, globalement, j'ai identifié 6 approches qui permettent toutes d'analyser et d'exécuter des modèles. Sur chacune de ces approches, j'ai identifié en rouge les problèmes qui se manifestaient sur ces approches. Et ces problèmes sont de 3 types. Le premier, ça va être un fossé sémantique entre le modèle de conception et les modèles d'analyse. Le second, c'est un problème sémantique entre le modèle de conception et le code exécutable. Et le troisième, c'est un problème d'équivalence qui ne va pas permettre de s'assurer que ce qui est exécuté est réellement ce qui a été vérifié. Donc si on regarde où se manifestent ces différents problèmes, on peut voir que sur chacune de ces approches, on a au moins le problème d'équivalence et au moins un fossé sémantique. Excepté pour l'approche numéro 6, qui souffre, elle, uniquement du problème d'équivalence.
Donc si on reprend cette approche numéro 6, il reste le problème d'équivalence. Et pour pouvoir éviter ce problème d'équivalence, une idée, ça serait d'unifier en fait l'environnement d'exécution avec l'environnement d'analyse pour avoir un seul et même environnement de développement. Et ça, c'est la question de recherche auquel j'ai essayé de répondre dans ma thèse. C'est est-il possible d'unifier l'analyse et l'exécution embarquée de modèles? Donc ça, c'est un problème qui est réel, puisque les industriels sont confrontés à ce type de problème. C'est un problème qui est difficile à résoudre, puisqu'il y a eu de nombreux projets de recherche qui se sont penchés sur cette question. Et c'est un problème qui est actuellement non résolu, puisque sur les 6 approches que j'ai présentées, il n'y en a aucune qui permet de répondre pleinement à cette question de recherche. C'est la raison pour laquelle j'ai développé une nouvelle approche, l'approche EMI, pour Embedded Model Interpreter, pour tenter de répondre à cette question. Donc si on reprend le schéma de l'approche numéro 6, je vous ai dit, une idée pour éviter ce problème d'équivalence, c'est d'unifier les deux environnements, celui pour l'exécution réelle et celui pour l'analyse. Donc d'avoir en fait un seul et même environnement, avec le même modèle de conception, qui va servir à la fois pour l'exécution réelle et à la fois pour l'analyse. Si je raffine un petit peu ce schéma, on peut voir que le modèle de conception en fait, est conforme au métamodèle du langage de modélisation, qui correspond en fait à la syntaxe abstraite de ce langage, c'est-à-dire que le métamodèle va définir en fait l'ensemble des concepts du langage de modélisation. Et l'interpréteur va implémenter ce qu'on appelle la sémantique du langage de modélisation, qui va donner le sens au concept du langage. Et on peut voir ici qu'en fait on a une seule et unique implémentation de la sémantique du langage de modélisation, qui va servir à la fois pour l'exécution réelle et pour l'analyse. Contrairement en fait aux approches de l'état de l'art, où on utilisait des transformations non prouvées vers différents formalismes, et on avait en fait de multiples implémentations de la sémantique du langage de modélisation. Donc en fait, avec ce unique environnement de développement, pour appliquer toutes ces activités, eh bien justement on arrive à unifier l'analyse et l'exécution embarquée de modèles. Néanmoins, il faut maintenant réussir à rendre cet interpréteur pilotable, puisqu'on a besoin d'interconnecter les outils d'analyse avec l'interpréteur de modèle. Et pour ça, on a défini un port CE, le port de contrôle d'exécution, qui va permettre aux outils d'analyse de se connecter à l'interpréteur. Mais il faut maintenant également réussir à les faire communiquer. Donc on a besoin en fait de définir les interfaces, le protocole qui va permettre de faire communiquer l'interpréteur avec les outils d'analyse. Et ça a été le but de mon travail, ça a été de justement définir et de formaliser les interfaces minimales pour pouvoir répondre à ces différents besoins. Maintenant, je vais essayer de lister avec vous les différentes activités de développement qu'on aimerait mettre en œuvre pour justement concevoir, exécuter et analyser un modèle au sein d'un même environnement de développement. La première activité, c'est la simulation interactive et l'animation qui permettent d'explorer différentes traces d'exécution et de visualiser l'exécution du modèle. Et pour ça, on a différentes exigences à satisfaire. On doit tout d'abord arriver à piloter l'exécution du modèle, c'est-à-dire à piloter l'interpréteur de modèle. On doit également visualiser l'exécution du modèle, c'est-à-dire visualiser les données dynamiques qui sont manipulées par l'interpréteur. Et on veut également connecter un environnement, soit un environnement réel, soit une abstraction de cet environnement. On veut également faire du débugage, qui est une activité qui consiste à mettre en pause l'exécution du système et à observer l'état d'exécution pendant les pauses. Le débugage, il peut être omniscient s'il offre la faculté de retourner en arrière sans avoir besoin de redémarrer l'exécution du modèle. Et il peut être multivers s'il offre la faculté de mettre des points d'arrêt dans différents chemins d'exécution, où chaque chemin d'exécution s'appelle un univers, d'où le nom de débugage multivers. Et pour pouvoir faire ces activités de débugage, on a besoin d'une quatrième exigence, qui va être de questionner l'exécution du système. On veut également détecter des deadlocks. Ça, c'est une activité qui va permettre de détecter des situations de blocage lors de l'exécution du modèle. Et pour ça, on a uniquement besoin des 3 premières exigences, ce qui explique que cette quatrième exigence est ici grisée. On veut faire du model checking, qui est une activité de vérification formelle, qui à partir d'un modèle d'état fini et d'une propriété formelle, va permettre de vérifier de façon exhaustive si cette propriété est bien vérifiée sur le modèle du système. Et pour ça, on a besoin de nouvelles exigences, notamment de spécifier des propriétés formelles,
de composer l'exécution d'une propriété avec l'exécution du système, mais également parfois de prendre en compte des hypothèses d'analyse pour pouvoir rendre le modèle shaping un petit peu plus efficace. On veut faire de la dissimulation, qui est une activité qui consiste à comparer les espaces d'état de deux modèles pour vérifier que les systèmes se comportent de la même façon. Et pour ça, on a seulement besoin des trois premières exigences. On veut également faire de l'exécution réelle, qui est l'activité qui consiste à déployer le modèle sur une plateforme d'exécution pour que ce système en fait, remplisse le besoin pour lequel il a été conçu. Et pour ça, on a besoin, bien sûr, de piloter l'exécution du modèle, de connecter l'environnement réel, mais également de déployer l'interpréteur sur la cible embarquée et d'ordonnancer l'exécution du système. On veut également mettre en œuvre une dernière activité qui correspond au monitoring, qui est une activité qui permet de surveiller l'exécution du système et de détecter des défaillances lors de l'exécution, c'est-à-dire détecter des défaillances en ligne. Et pour ça, on a une 10e exigence qui va être de déployer les moniteurs sur une cible embarquée. Donc voici globalement les 10 exigences qu'on doit satisfaire pour pouvoir mettre en œuvre toutes les activités que je viens de vous citer, de la simulation jusqu'au monitoring, en passant notamment par le modèle shaping. Et je vais maintenant vous présenter comment est-ce que l'approche EMI permet de répondre à ces 10 exigences. La première, c'est piloter l'exécution du modèle. Donc pour ça, je vous ai remis le schéma général de l'approche EMI. Et en fait, ici, on a une brique qui va s'appeler le contrôleur d'exécution, qui est une brique logicielle interchangeable qui va permettre de s'adapter aux exigences de chaque activité de développement. Donc le contrôleur d'exécution, il peut prendre différentes formes. Ça peut être l'utilisateur, par exemple en phase de simulation. Ça peut être un algorithme de modèle shaping qui va piloter de façon automatique l'interpréteur. Ou ça peut être la boucle d'exécution de la plateforme d'exécution, notamment en phase de monitoring. Et pour pouvoir faire communiquer ces différents contrôleurs d'exécution avec l'interpréteur de modèle, j'ai défini une première interface, l'interface STR pour Semantic Transition Relation, qui correspond à l'interface de pilotage. J'ai défini formellement cette interface de pilotage. Vous avez ici la définition. Et on peut voir que cette définition se base sur deux types, C et A, qui sont en fait, pour C, le type des configurations, qui est en fait l'ensemble des données d'exécution manipulées par l'interpréteur, donc l'ensemble des données d'exécution à un instant donné de l'exécution. Et A, le type des actions, qui est une représentation symbolique des pas d'exécution, permettant de passer d'une configuration source à une configuration cible. L'interface STR a trois fonctions. Initial, qui permettent de récupérer l'ensemble des états initiaux de l'exécution de modèle. Action, qui à partir d'une configuration source va permettre de connaître l'ensemble des pas exécutables, l'ensemble des actions qui peuvent être exécutées. Et Execute, qui à partir d'une configuration source va permettre d'exécuter une action A et d'obtenir l'ensemble des configurations cibles. On peut remarquer ici que Initial et Execute retournent un ensemble de configurations, puisque en fait ici l'interface STR est capable de prendre en compte des exécutions non déterministes, non-déterminisme lié au langage, mais dans le cas d'une exécution déterministe, on aura bien un seul état initial et une seule configuration cible par pas d'exécution. Alors, comment est-ce qu'on fait globalement pour piloter un automate avec cette interface de pilotage? Je vous ai mis un petit exemple d'un automate très simple qui pourrait correspondre à un feu tricolore où on a globalement les trois états, vert, orange, rouge, plus un état panne qui pourrait correspondre au feu orange clignotant. Pour pouvoir piloter cet automate, la première chose à faire, c'est de récupérer la configuration initiale avec str.initial. Et ici, on a une seule configuration initiale qui contient l'état courant de l'automate qui est l'état rouge. À partir de cette configuration initiale, on peut demander quelles sont les actions disponibles. On a deux transitions exécutables, celle qui va vers l'état vert et celle qui va vers l'état panne. Si maintenant j'exécute justement cette seconde transition avec str.execute à partir de la configuration source, j'exécute cette transition, je me retrouve avec une configuration cible dans laquelle l'automate est dans l'état panne. Si maintenant je réitère ce processus, quelles sont les actions qui sont disponibles à partir de cette configuration? Il y en a une seule, c'est la transition qui retourne vers l'état rouge. Et si j'exécute cette transition, je retombe sur la configuration initiale dans laquelle l'automate est dans l'état rouge. Donc voici comment on fait pour piloter l'exécution d'un modèle avec cette interface STR.
La deuxième exigence, c'est de visualiser l'exécution du modèle. Et pour ça, on a défini une seconde interface, l'interface de projection P, qui va définir en fait des fonctions de projection de la configuration et des actions directement dans les termes du langage de modélisation. Et moi, dans mes travaux de thèse, ma contribution, c'est vraiment ça, c'est de le faire dans les termes du langage de modélisation. L'interface de projection a deux fonctions, project C, qui à partir d'une configuration va permettre d'obtenir la projection de cette configuration sur une vue VC, et project A qui va permettre d'obtenir la projection d'une action sur une vue VA, avec VC et VA, des vues d'interface graphique du contrôleur d'exécution ou de l'outil d'analyse qui est utilisé comme contrôleur d'exécution. Donc dans la suite de cette présentation, je vais volontairement omettre l'interface P, puisque cette interface peut toujours être présente. La troisième exigence, c'est de connecter un environnement. Et un petit peu de la même façon qu'on avait différents types de contrôleurs d'exécution, on va pouvoir avoir différents types d'environnements. Soit l'environnement réel, dans ce cas-là, le modèle du système va interagir avec l'environnement physique au travers des capteurs et actionneurs de la plateforme d'exécution, ou un environnement abstrait qui va être une abstraction d'environnement réel, qui peut notamment être défini sous forme de modèle et qui va servir à fermer l'exécution du système, notamment en phase d'analyse. Et là, dans ce cas-là, le système et l'environnement abstrait vont interagir avec des événements. Et ce qui est important ici, c'est en fait ce port I/O qui va permettre de faire communiquer le modèle du système avec les différents environnements. Et on peut remarquer ici qu'en fait, le même modèle du système va être utilisé pour toutes les activités de développement. Ça va être seulement le modèle d'environnement qu'on va pouvoir changer pour pouvoir l'adapter à l'activité qu'on veut réaliser. Et par rapport à ça, on a une publication scientifique qui a été réalisée. Ensuite, pour le débugage, on a besoin de questionner l'exécution du système. Et pour ça, on doit descendre un petit peu plus bas pour comprendre ce qui se passe lors d'interprétation de modèles. En fait, dans les données d'exécution dynamique de la configuration, on a notamment les attributs du modèle, par exemple des variables d'instance. Prenons par exemple un entier x, et je vais vouloir accéder à la valeur de cet entier x. Pour ça, j'ai besoin d'un opérateur qui fait partie en fait du langage d'expression, qui va permettre d'accéder en lecture à cet attribut du modèle. Mais dans les données d'exécution, j'ai également des données d'exécution internes qui sont notamment utilisées pour implémenter la sémantique du langage. C'est par exemple la pile d'exécution ou encore le compteur de programme qui sera utilisé. Et pour pouvoir accéder en lecture à ces données d'exécution interne, eh bien parfois le langage d'expression, qui se base sur le langage de modélisation, ne fournit pas les capacités d'introspection nécessaires pour accéder en lecture aux données d'exécution interne. Donc on a besoin d'étendre de façon syntaxique ce langage d'expression pour avoir des opérateurs permettant d'accéder en lecture, notamment à la pile d'exécution ou encore au compteur de programme. Et l'ensemble de ces opérateurs forme le langage d'observation, qui est un langage sans effet de bord, qui va en fait utiliser les concepts du langage de modélisation et qui va permettre d'accéder en lecture à toutes les données d'exécution dynamiques. Ce langage d'observation est notamment utilisé pour définir des propositions atomiques qui vont être des prédicats portant sur l'exécution du système. Donc ça, en fait, les propositions atomiques, ça va être les questions qu'on va pouvoir poser au système. Par exemple, c'est est-ce que tel automate est dans tel état? Est-ce que tel automate a reçu tel événement? Et pour pouvoir évaluer ces questions, on a défini une nouvelle interface, APE, pour Atomic Proposition Evaluator, qui va permettre en fait d'évaluer ces propositions atomiques sur le système. Donc cette fonction en fait va partir d'une proposition atomique et on va l'évaluer sur un pas d'exécution du système qui contient une configuration source, une action, une configuration cible, et ça va nous retourner une valeur booléenne indiquant si cette proposition atomique est vraie ou fausse sur ce pas d'exécution du système. Une fois qu'on a défini ces propositions atomiques, on peut aller plus loin pour pouvoir spécifier des propriétés formelles. Et dans le cadre de ce doctorat, j'ai notamment utilisé deux types d'automates. Les automates de Buchy, qui se basent sur des traces d'exécution infinies et qui permettent notamment d'encoder des propriétés LTL, c'est-à-dire de la logique temporelle linéaire, ou des automates observateurs, qui se basent sur des traces d'exécution finies et qui permettent notamment d'encoder l'ensemble des propriétés monitorables. Je vous ai mis ici un exemple d'un automate de Buchy, et en fait, ces deux types d'automates, de Buchy et automate observateur, utilisent notamment des états d'acceptation. C'est par exemple ici l'état numéro 1,
qui vont être des états dans lesquels on a reconnu une séquence d'événements particulière. Par exemple ici que cette première proposition atomique est fausse et que cette seconde est vraie à un instant donné de l'exécution. Et à partir de ces états d'acceptation, on est capable d'avoir une condition d'acceptation qui va être la condition pour laquelle on va détecter qu'une propriété est violée. Dans le cas des automates de Buchy, il va falloir détecter une boucle qui passe une infinité de fois par au moins un état d'acceptation. C'est par exemple la boucle que vous avez juste ici. Alors que pour les automates observateurs, il suffira d'atteindre un état d'acceptation au moins une fois. Donc globalement, pour les automates de propriété, on a deux choses qui sont importantes. La première, ça va être de connaître quels sont les états d'acceptation. Et pour ça, on a défini une interface ACC, une interface d'acceptation, qui va nous retourner l'ensemble des états d'acceptation de mon automate de propriété. Et la deuxième chose importante, ça va être de connaître quelles sont les propositions atomiques utilisées par mon automate de propriété pour pouvoir en fait savoir quelles sont les transitions qui seront exécutables et qui vont permettre d'exécuter cet automate. Et pour ça, on a également une interface APC, Atomic Proposition Collector, qui contient une fonction d'évaluation qui, à partir d'une configuration source, d'une action, va permettre de retourner l'ensemble des propositions atomiques qui devront être évaluées sur le système pour savoir si cette action A est exécutable ou non. Une fois qu'on a fait ça, on peut maintenant composer l'exécution du système qui est exposée par l'interpréteur EMI avec l'exécution de la propriété qui est exposée par un moteur d'exécution spécifique au formalisme de la propriété. Et pour pouvoir faire cette composition, on a défini un opérateur de composition synchrone qui se base uniquement sur les interfaces qu'on a définies jusqu'à présent. Et le résultat de cette composition synchrone va être exposé au contrôleur d'exécution. Et le résultat de la composition synchrone, c'est ce qu'on appelle le produit synchrone. Alors, je vous ai mis un exemple ici de comment on s'y est pris pour pouvoir formaliser cet opérateur de composition synchrone. Et en fait, l'objectif ici, ça a été d'exprimer l'interface de pilotage de sortie à partir des deux entrées, celle qui correspond à l'exécution du système et celle qui correspond à l'exécution de la propriété. Donc, on a dû définir l'implémentation des trois fonctions d'interface STR, c'est-à-dire la fonction initial, action ou encore execute. Donc ici, je vais volontairement pas rentrer dans les détails, mais pour comprendre ce que fait cet opérateur, en fait, globalement, à chaque fois que le système va faire un pas d'exécution, l'automate de la propriété va également faire un pas d'exécution pour pouvoir suivre l'exécution du système. Une fois qu'on a réalisé cette composition synchrone, eh bien, on peut brancher un algorithme de modèle checking qui va explorer l'espace d'état du modèle et qui va permettre de nous dire si une propriété formelle, est-ce qu'elle est vérifiée ou bien est-ce qu'elle est violée. Et cette opération est réalisée par un outil qu'on appelle un modèle checker, que je vous ai mis ici en gris. J'ai volontairement inclus le modèle de la propriété, même si celui-ci est souvent donné en entrée au modèle checker. Alors l'un des inconvénients du modèle checking, c'est l'explosion combinatoire. Donc regardons maintenant ce qui se passe lorsqu'on va connecter directement le modèle checker sur l'interpréteur EMI. En fait, le modèle du système et l'environnement abstrait sont constitués d'un ensemble de processus, qu'on appelle ici des unités d'exécution, qui vont s'exécuter de manière concurrente. Ce qui fait qu'on va avoir en fait tous les entrelacements d'événements possibles et qui va potentiellement mener à un espace d'état très gros. Pour pouvoir justement repousser cette explosion combinatoire, il est parfois utile de prendre en compte ce qu'on appelle des hypothèses d'analyse. Par exemple, l'hypothèse de réactivité qui dit que l'exécution du système est infiniment plus rapide que l'exécution d'environnement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le système va recevoir un événement d'environnement, il va avoir suffisamment de temps pour traiter cet événement avant qu'un second événement lui parvienne. On a également d'autres hypothèses qui vont consister en fait à couper des chemins d'exécution, par exemple lorsqu'on a des débordements sur des fils de messages. Et pour pouvoir implémenter ces hypothèses d'analyse, on a défini un opérateur de filtrage qui va en fait exposer au modèle checker un sous-ensemble des actions qui lui sont données en entrée. Et ce qui est important ici, c'est la politique de filtrage qui contient trois fonctions. Initial, qui va retourner l'état d'exécution initial de la politique de filtrage. Selector, qui va indiquer en fait sur quelles actions le filtre doit être appliqué, puisque parfois il est utile d'appliquer le filtre que sur les actions du système ou que sur les actions de l'environnement. Et Apply, qui va être réellement la fonction de filtrage, qui à partir d'une configuration source, d'un ensemble d'actions, va nous retourner le sous-ensemble des actions qui doivent être prises en compte par le modèle checker. Et cette contrainte de sous-ensemble est ici donnée par la contrainte subset, juste ici.
Alors une fois qu'on a maintenant mené toutes ces activités d'analyse, de vérification formelle, il est utile de déployer le modèle sur une cible embarquée. Et pour ça, on a utilisé l'architecture suivante, où on a l'interpréteur émis ici, et le contrôleur d'exécution, ça va être cette fois-ci la boucle d'exécution de notre plateforme d'exécution, qui va être en fait une boucle infinie qui va exécuter deux instructions en boucle, str.action, qui va permettre de récupérer le prochain pas d'exécution, et str.execute, qui va exécuter ce pas d'exécution. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, le modèle du système est constitué d'un ensemble d'unités d'exécution qui vont s'exécuter de manière concurrente, ce qui fait qu'à un instant donné, on aura potentiellement plusieurs actions exécutables. Et ça va créer donc un non-déterminisme, et la boucle d'exécution ne sera pas capable en fait, de choisir parmi ces actions l'action qui devra être exécutée. C'est la raison pour laquelle on a inclus ici un opérateur d'ordonnancement qui va en fait faire ce choix pour la boucle d'exécution et qui va choisir la trace d'exécution qui devra être exécutée. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, l'objectif c'est d'unifier l'analyse et l'exécution embarquée. Donc si je prends en compte cet opérateur d'ordonnancement lors de l'exécution, je dois aussi être capable de le prendre en compte en phase d'analyse. C'est ce qu'on a fait en incluant l'ordonnanceur dans la boucle de vérification formelle. Et en fait, on a défini cet opérateur d'ordonnancement comme une spécialisation de l'opérateur de filtrage, avec ici donc un ordonnancement sur des cibles monocore. Et donc la politique d'ordonnancement va étendre en fait, va spécialiser la politique de filtrage avec une contrainte supplémentaire unique qui dit qu'en fait globalement l'ordonnanceur il va exposer au modèle checker une unique action parmi celles qui lui sont exposées en entrée. Et bien sûr, on peut avoir plusieurs filtres en cascade pour par exemple prendre en compte l'ordonnancement, prendre en compte des hypothèses d'analyse, comme par exemple l'hypothèse de réactivité. Alors la dernière exigence qu'on a à satisfaire, c'est d'arriver à déployer les moniteurs sur une cible embarquée pour pouvoir surveiller l'exécution du système. Et pour ça, on a repris l'architecture utilisée en modèle checking, où on a ajouté en fait l'ordonnanceur pour pouvoir résoudre le non-déterminisme du système. On a remplacé l'algorithme de modèle checking par la boucle d'exécution de la plateforme d'exécution. Et on a introduit cet opérateur, ici, l'opérateur d'assertion d'acceptation, qui va en fait utiliser l'interface ACC, ici, pour savoir si dans la configuration courante, l'un des moniteurs a atteint l'un de ces états d'acceptation. Et ça va permettre d'exposer le statut de monitoring qui va indiquer si une défaillance a été détectée ou non. Alors dans le cadre de ce doctorat, les moniteurs, ce sont des propriétés qui sont encodées sous forme d'automates observateurs déterministes et complets. Ces automates peuvent être utilisés aussi bien en modèle checking qu'en monitoring, ce qui permet en fait d'avoir une continuité entre la phase de vérification hors ligne et la phase de vérification en ligne. Ici, contrairement au modèle checking, on va observer seulement la trace d'exécution courante et pas l'espace d'état complet du système. Et en ce qui concerne le déploiement des moniteurs, on ne va pas introduire de fossé sémantique ici puisqu'on n'utilise ni de la génération de code ni de l'instrumentation de code. Le lien en fait entre les moniteurs et le système, il va être fait par cet opérateur de composition synchrone qui lui aussi va être déployé sur la plateforme d'exécution. Et par rapport à ça, on a également réalisé une publication scientifique. Donc voici un petit peu comment est-ce que l'approche EMI permet de répondre à ces 10 exigences. On va maintenant passer à une partie évaluation pour voir est-ce que l'approche EMI elle est applicable. Et donc pour ça, j'ai mené différentes expérimentations qui portent sur 3 axes principaux. Le premier, c'est l'exécution du modèle, donc l'interprétation de modèle. Le second, c'est l'interface de contrôle d'exécution. Et le troisième, ça va être tout ce qui concerne l'analyse de l'exécution de modèle. Premier axe, c'est quel est l'effort nécessaire pour concevoir un interpréteur pilotable et embarquable. Et pour pouvoir justement évaluer ce premier axe, on a conçu différents interpréteurs de modèles conformes à l'approche EMI, ce qui a notamment nécessité d'implémenter l'interface de contrôle d'exécution, de définir une sémantique qui soit pilotable, notamment en explicitant la notion de configuration et de pas d'exécution, et également en déployant l'interpréteur sur une cible embarquée. Donc on a conçu différents interpréteurs de modèles, dont EMI-UML, qui correspond à la preuve de concept principale de cette thèse, qui est un interpréteur embarqué de modèle UML,
qui se base sur un sous-ensemble du ML pouvant être représenté par les diagrammes de classes, de structures composites et de machines à état. Il a été implémenté en langage C, qui est le langage hôte, donc le langage d'implémentation, et il peut être déployé soit sur un PC de développement avec un OS Linux, soit sur une cible embarquée en bare métal, c'est-à-dire sans système d'exploitation, comme sur une cible embarquée STM32 comme celle-ci. On a également développé d'autres interpréteurs, dont EmiLogo, qui est un interpréteur de modèle Logo, Logo étant un langage éducatif qui permet de réaliser des dessins, et AnimUML, qui est un interpréteur web de modèle UML, qui est implémenté ici en JavaScript. Et ça a été le fruit d'une collaboration avec Frédéric Jouot, qui est le développeur et le concepteur principal de cet outil. Et par rapport à tous ces outils, on a également réalisé plusieurs contributions scientifiques, donc plusieurs publications dans des conférences. Pour pouvoir mettre en œuvre ces interpréteurs, on a utilisé différents cas d'études, et notamment pour l'interpréteur EmiUML, on a utilisé une interface d'un régulateur de vitesse, un contrôleur de passage à niveau, un train d'atterrissage, un robot joueur de football, et également un défibrillateur cardiaque. Et on peut voir en fait que tous ces cas d'études correspondent à différents secteurs industriels, ce qui montre en fait l'applicabilité de l'approche EMI dans différents contextes, que ce soit des contextes automobiles, ferroviaires, aéronautiques, de la santé ou encore de la robotique. On a également utilisé EmiUML et AnimUML lors de projets étudiants et de travaux dirigés avec des étudiants ingénieurs, ce qui montre également l'utilisabilité de ces outils par des ingénieurs. Donc concernant ce premier axe, on peut conclure que l'effort nécessaire pour concevoir un interpréteur conforme à l'approche EMI, il est à la portée à la fois des ingénieurs et des chercheurs. Deuxième axe, c'est la généricité de l'interface de contrôle d'exécution. Et pour pouvoir évaluer ça, on a utilisé les interpréteurs qu'on a conçus pour pouvoir mener différentes activités d'analyse en les connectant à différents outils de vérification et de validation. Et notamment le modèle shaker OBP2, qui est un modèle shaker explicite de propriété LTL, mais qui permet également de réaliser d'autres activités d'analyse, et notamment de la simulation interactive et de l'animation. Vous avez ici l'interface graphique d'OBP2, utilisée en simulation, avec ici la projection des pas exécutables, la projection de la configuration courante, donc directement exprimée dans les termes des concepts du langage de modélisation, et ici la trace de simulation qui a été explorée jusqu'à présent. On peut également faire du débugage omniscient et multivers en définissant des points d'arrêt conditionnels, avec ici les prédicats qui vont être directement définis dans le langage d'observation. On peut également faire la détection de deadlock, bien sûr du modèle checking de propriété LTL, mais également du modèle checking avec des propriétés directement encodées sous forme d'automates UML. On peut également faire de la bisimulation avec un algorithme qui est directement fourni par AnimUML, du débugage avec Gmod Studio, qui est un outil permettant de spécifier des langages et de concevoir des modèles conformes à ces langages. Et notamment, j'ai collaboré avec l'équipe Gmod pour pouvoir brancher EmiUML comme moteur d'exécution dans Gmod Studio. Et notamment, vous avez ici l'interface graphique utilisée en phase de débugage. J'ai également collaboré avec Emilien Fournier qui développe un modèle shaker matériel, donc en VHDL, qui s'appelle Menhir. Et là encore une fois, on a réussi à mettre en œuvre du modèle shaking avec EmiUML. En ce qui concerne les activités sur la plateforme d'exécution, on est capable de faire de l'exécution embarquée sur une cible STM32, mais comme on unifie l'analyse et l'exécution, on est capable aussi de mener certaines activités d'analyse directement sur la plateforme d'exécution, comme par exemple de la simulation. Et dans le cadre d'EmiUML, on est capable d'aller encore plus loin en offrant notamment la possibilité de faire du monitoring avec des automates observateurs. Donc pour ce deuxième axe, on peut conclure que l'interface de contrôle d'exécution est générique et qu'elle a permis de répondre à tous les besoins qu'on avait identifiés. Le troisième axe concerne la facilité de l'analyse de l'exécution de modèle. Et là, l'objectif, c'était d'essayer d'adapter à la fois la spécification des propriétés, mais également d'adapter l'architecture de vérification formelle aux besoins des ingénieurs. Alors comment? Tout d'abord en utilisant les différents opérateurs qu'on a conçus, mais également en essayant de réutiliser au maximum les concepts du langage de modélisation. Et pour ça, pour tous nos interpréteurs, on arrive à exprimer les résultats d'analyse directement en termes des concepts du langage de modélisation,
soit sous forme assez générique, comme ici sur l'interface d'OBP2, soit sous forme plus spécifique, par exemple en utilisant des diagrammes spécifiques au langage de modélisation. Et par exemple, dans le cadre du ML, on est capable de représenter une trace d'exécution sous la forme d'un diagramme de séquence. On a également défini un langage d'observation en utilisant un mécanisme du langage hôte. Donc, par exemple, pour EmiUML, qui est implémenté en langage C, on a utilisé des macros en C, comme isInState, qui va permettre de vérifier si un automate est dans un état donné, et EPContains, qui va permettre de savoir si un automate a reçu un événement particulier. Et dans le cadre d'EmiUML, on est encore allé plus loin en offrant la possibilité d'encoder des propriétés directement sous forme d'un automate en UML. Donc vous avez ici un exemple pour un automate observateur, où on peut voir en gris ici l'état d'acceptation. Sur les transitions, on a également des propositions atomiques qui sont exprimées directement avec le langage d'observation. Et on peut voir que ces propositions atomiques, finalement, ce sont les mêmes qui sont utilisées pour pouvoir spécifier la propriété LTL équivalente. On peut également le faire pour les automates de Buchy, avec ici la spécificité supplémentaire. On a développé un petit outil qui s'appelle LTL for UML, qui permet en fait de générer directement l'automate UML à partir de la propriété LTL correspondante. On est également capable de prendre en compte l'hypothèse de réactivité en modèle checking, mais d'autres hypothèses d'analyse qui permettent de couper des chemins en spécifiant des prédicats directement dans le langage d'observation. Et on est également capable d'utiliser un ordonnanceur avec différentes politiques d'ordonnancement, par exemple une politique round-robin ou encore une politique d'ordonnancement à priorité fixe. Donc on peut conclure qu'à travers de ces expérimentations, on a réussi à adapter la spécification des propriétés formelles et également à adapter l'architecture de vérification aux besoins des ingénieurs. Et plus globalement, au travers de toutes ces expérimentations, on peut conclure que l'approche EMI est applicable puisqu'on n'a pas trouvé de freins qui vont à l'encontre de cette validation. Je vais maintenant passer à la partie conclusion. Donc, au travers de l'état de l'art, on a identifié 6 approches qui permettent toutes d'exécuter et d'analyser des modèles. Et sur ces approches, on a identifié différents problèmes qui étaient de 3 types. Je vais les rappeler ici. Le premier, c'était un fossé sémantique entre le modèle de conception et les modèles d'analyse. Le second, c'était un fossé sémantique entre le modèle de conception et le code exécutable. Et le troisième, c'était un problème d'équivalence qui ne permet pas de s'assurer que ce qui est exécuté est réellement ce qui a été vérifié. Et pour pouvoir répondre à ces problèmes, ou du moins les éviter, on a conçu une approche EMI qui se base sur un interpréteur de modèle pilotable qui utilise une unique implémentation de la sémantique du langage de modélisation, contrairement aux approches de l'état de l'art qui utilisent des transformations non prouvées vers différents formalismes. Et au travers de cette approche, j'ai réalisé 2 contributions principales. La première, c'est d'unifier l'analyse et l'exécution embarquée de modèles. Et la seconde, c'est de faciliter l'adoption des techniques de vérification formelle par les ingénieurs. Et tout ça pour différents langages de modélisation, ce qui montre en fait un rôle clé, le rôle de l'ingénieur langage, qui va être l'ingénieur qui va concevoir le langage de modélisation, qui va implémenter la sémantique dans un interpréteur de modèle, et qui va permettre d'interconnecter cet interpréteur avec les outils d'analyse. Alors cette thèse de doctorat a ouvert de nombreuses perspectives. J'ai choisi ici de volontairement pas toutes vous les présenter, mais au contraire d'axer sur l'une d'entre elles plus particulièrement, qui porte sur le live modeling et le partial modeling, qui sont des techniques permettant soit de modifier le modèle qui est déployé, soit d'exécuter des modèles partiels, c'est-à-dire des modèles incomplets. Et je trouvais cette perspective particulièrement intéressante dans le cadre de l'approche EMI, puisque ces techniques permettraient d'analyser le modèle de conception encore plus tôt lors des phases de conception amont, et donc encore d'assister davantage les ingénieurs modélisation. Néanmoins, il y a différents défis scientifiques à relever pour pouvoir les mettre en œuvre. Le premier, c'est d'arriver à modifier le modèle qui est déployé. Pour ça, on a différentes idées, soit en enrichissant l'interface de contrôle d'exécution, soit en utilisant des techniques de chargement à la volée qui vont permettre en fait de charger dans l'interpréteur les modifications qui ont été effectuées sur le modèle. Le deuxième défi, c'est d'arriver à modifier la sémantique du langage de modélisation, soit pour relâcher certaines contraintes, notamment pour pouvoir exécuter des modèles partiels, des modèles incomplets, soit au contraire pour pouvoir étendre la sémantique du langage de modélisation
Et par rapport à ça, je pense qu'il doit être capable on doit être capable de pouvoir spécifier des règles sémantiques et de les charger à la volée dans l'interpréteur pour pouvoir modifier la sémantique d'exécution à la volée. Et par rapport à ces deux points, soit en fait on modifie le modèle qui est déployé, soit on va modifier la sémantique d'exécution. Et donc dans les deux cas, il va falloir être capable de retrouver un tas d'exécutions qui soit cohérent pour pouvoir justement continuer l'exécution du modèle. Donc, merci à tous pour votre attention. J'espère que cet exposé aura suscité votre intérêt. Et si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Merci.